Donc encore merci pour cette invitation. Je vais faire une présentation bref sur alors l'observation du retrait-gonflement ou quelques travaux aussi dans le contexte du changement climatique. Une introduction et contexte, parler aussi de l'évolution du phénomène dans le contexte du changement climatique, quelques résultats de travaux de recherche et vous parler plus spécifiquement des deux projets de recherche qu'on pilote actuellement au CEREMA, César et CFRG. Sur l'introduction et contexte, donc ça je vais passer rapidement, mais je pense que si vous suivez les travaux, les actualités sur le retrait-gonflement, vous l'avez vu passer. Donc il y a l'actualisation, la mise à jour de la carte d'exposition du RGA qui est faite par le BRGM. Et donc, vous avez les chiffres ici, ce qui est en tout cas attendu en termes d'exposition, on passerait à 55%. Bon. Donc, on passerait à 55% des sols métropolitains exposés moyennement fortement. Et en termes de nombre de logements, donc le dernier chiffre en vigueur du ministère de l'écologie date maintenant de 2021, le 10,3 millions de maisons ou de logements. Donc on passerait à 12,1 millions, ce qui représente au total 61%, en termes de pourcentage, 61,5%. Toujours dans les actualités, donc avec le CSTB, nous avons publié fin 2025 un guide pour justement inciter sur la prévention sur le bâti existant, parce qu'on l'a vu, il y a plus de 12 millions de logements exposés et on ne sait pas exactement comment les répartir en termes d'exposés sinistrés, mais à quel niveau de dommages. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire la prévention. Et donc ce guide va permettre de guider sur le diagnostic, sur les différentes mesures qu'on peut mettre en place sur le bâti pour réduire sa vulnérabilité. Et puis donc il y a aussi dans la même démarche et dans le même esprit l'expérimentation. C'est une première en France d'un fonds de prévention argile qui permet de faire de la prévention sur le phénomène de sécheresse et de retrait-gonflement des sols argiles. Ensuite, donc pour rentrer sur les impacts du phénomène de retrait-gonflement sur le bâti, donc historiquement, c'est quelque chose qui est documenté depuis plusieurs années, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Et on parlait jusqu'ici des routes et essentiellement des maisons individuelles, ce qu'on appelle les structures légères. Donc les routes, ça peut être les routes départementales, ça peut être aussi des pistes cyclables. Et donc on le voit ici, il y a le phénomène qui vient du sol, mais il y a aussi les facteurs de l'environnement proche qui sont tout autant sinistrants, notamment la présence de la végétation et la gestion de l'eau autour de ces ouvrages. Maintenant, si on s'intéresse à la période post-2015, une période où on voit clairement l'expansion du phénomène à plusieurs titres. Donc on voit que déjà en termes d'ouvrages, cela concerne au-delà des routes et des maisons. Donc ça peut concerner aussi les voies ferrées, les ouvrages en terre, les digues, les barrages, les pistes cyclables, les réseaux enterrés. Donc là, on a des sols argileux qui sont susceptibles aussi d'être sujets à ces variations climatiques, ces variations hydriques. On a aussi une extension géographique. Là, je n'aurai pas le temps de tout montrer en termes de cartes, mais là, par exemple, on a vu que post-2015, donc de 2016 à 2021, la sinistralité dans les trois régions de l'Est a été multipliée par 10, par exemple. On peut voir aussi, par exemple, des communes qui ont été reconnues CatNat dans des départements de Bretagne pour la première fois de l'histoire du régime CatNat. Donc les chiffres en termes de nombre de logements, ça j'en ai parlé. Aussi, si on fait le bilan du coût de la sécheresse en termes de catastrophes naturelles dans le régime CatNat, donc ces 10 dernières années, c'est la sécheresse qui est la première catastrophe naturelle la plus coûteuse. On est à plus de 52%, ça c'est les derniers chiffres de 2025 de la CCR. Donc cela passe devant les inondations. Et ce qu'on remarque aussi, c'est la propagation de la dessiccation en profondeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la dessiccation peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres, 4 mètres de profondeur.
Donc, on a l'historique de la sécheresse 2022. Et donc, ça va nécessiter des travaux, des coûts importants et des travaux plus lourds pour reprendre, pour essayer de conforter ou d'adapter le bâti existant. Donc, sur l'évolution du phénomène de RGA sur l'effet du changement climatique, donc on mène certains travaux au CEREMA, à la fois à l'échelle du laboratoire, mais aussi on les couple avec l'échelle du terrain. Donc, on a de nombreux sites qui sont instrumentés où on teste des solutions de remédiation, des solutions de prévention, à la fois sur les routes, à la fois sur les bâtiments. Donc là, par exemple, vous avez un cas de travaux dans le cadre d'un observatoire des routes sinistrées par la sécheresse où on teste depuis 2017 des solutions sur des routes départementales dans la région Centre-Val de Loire. Ici, c'est une solution qui est la plus économique qu'on ait testée dans le cadre de l'observatoire, qui consiste à étanchifier les accotements, donc apporter une imperméabilisation en quelque sorte horizontale des accotements pour limiter l'évapotranspiration à ce niveau-là et d'éloigner la dessiccation sous la chaussée et de la préserver donc des fissurations et des détassements différentiels. Vous le voyez en termes de caractérisation des sols, ça aussi j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui le phénomène de RGA ne se limite pas aux sols historiquement gonflants avec des indices de plasticité supérieurs à 40. Ça peut être aussi des sols peu gonflants, mais qui sont tout aussi sensibles aux variations hydriques, qui sont de classe F1, F2, parfois même qu'on peut rencontrer. Donc en termes de retrait-gonflement, quand on fait des essais de retrait-gonflement simplifié en laboratoire, ce qu'on constate, c'est que c'est la partie retrait qui est la plus problématique, ou en tout cas c'est pendant la période de sécheresse qu'on peut avoir des fragilités ou des variations ou des modifications des propriétés hydromécaniques de ces sols. Et là, ce qu'on observe, en tout cas sur la plupart des échantillons qu'on a pu analyser, c'est que le potentiel de retrait est deux fois plus important que celui du gonflement au niveau de ces sols. En termes d'essais en laboratoire, pour essayer de reproduire justement ces cycles de sécheresse, précipitation, à l'échelle du laboratoire, on dispose d'un appareil qui s'appelle un DVS, un analyseur de sorption de vapeur, qui permet de reproduire, de simuler des cycles de séchage-humidification, mais par phase vapeur. Donc, je tiens à le préciser, ça veut dire que on va jouer sur la température, variation de température et humidité relative, mais on n'humidifie pas concrètement le sol pendant le cycle d'humidification. Donc, on peut imaginer différentes configurations, différents types de cycles aussi. On peut faire des cycles réguliers, on peut faire des cycles déréglés. Ça veut dire qu'on peut rallonger la période de sécheresse, on peut écourter la période d'humidification, mais l'intensifier, comme pour essayer de simuler ce qui se produit aujourd'hui dans la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Et puis, je vous ai parlé de la solution d'imperméabiliser les accotements pour les routes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a mis en place un sandwich que vous voyez ici, avec deux types d'imperméabilisation. On a testé l'imperméabilisation par géomembrane, mais on l'a testé aussi avec un enduit de surface, qui est encore moins coûteux que la géomembrane. Et on a reprofilé aussi les fossés, parce que justement, plus les fossés sont profonds, plus la surface qui communique avec l'atmosphère est importante et donc plus la dessiccation est importante. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rechargé, on a reprofilé les fossés pour avoir le nécessaire pour qu'ils fonctionnent, donc une cunette d'évacuation, mais réduire la surface qui communique avec l'atmosphère. Donc, quelques résultats de ces études. Les essais DVS sur des échantillons prélevés sur 3 prélèvements différents, donc 3 sondages différents sur la même route, dans le même secteur, à la même profondeur. Donc, on a doublé à chaque fois les essais, et donc c'est l'indice A et B pour voir justement la répétabilité. Et ce qu'on peut constater, c'est que en fonction de l'état initial des échantillons analysés, ça veut dire l'état initial, teneur en eau initiale, ou succion initiale. Si on a la courbe de rétention d'eau, on peut passer d'un paramètre à un autre. Ça a une influence sur le comportement global de ces sols vis-à-vis des cycles hydriques. Donc là, par exemple, on le voit à 1 mètre de profondeur, on peut retrouver
une variation de plus de 16% pour ces échantillons ici, alors que ici on se limite à 7%. Donc ça, c'est pour dire aussi que l'hétérogénéité des sols, l'hétérogénéité aussi de leurs paramètres initiaux vont avoir une influence sur comment ils se comportent vis-à-vis des sollicitations hydriques de périodes de sécheresse et de précipitations. Ensuite, donc sur l'imperméabilisation horizontale des accotements, donc c'est un test qui a été réalisé en septembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2026, on n'a pas observé de remontée de fissures ou de tassement, de déformation au niveau de cette portion. C'est une portion de 300 mètres linéaires qui a été traitée de cette manière-là. Et donc on le voit ici depuis 2019. Donc sécheresse 2020 qui était importante, on voit ici que on a une dessiccation qui se propage au niveau des rives. Donc ça, c'est ce qui est normal. L'apport de la solution, c'est vraiment de limiter cette évapotranspiration, donc limiter cette dessiccation. Et on le voit à sécheresse 2022, qui était une sécheresse importante. Donc là, on voit que la sécheresse se propage, la dessiccation se propage en profondeur, en atteignant des capteurs qui sont plus profonds, jusqu'à 3 mètres de profondeur, mais qu'on arrive à limiter, en tout cas, cet effet sur le sol sous-chaussé, ce qui permet de la préserver, et donc on n'a pas observé de dommages suite à ce niveau de dessiccation. Toujours sur cette thématique-là, donc ici, je vais présenter ici pour la sécheresse, pour la dessiccation de la sécheresse 2020, on était à peu près jusqu'à 1 mètre 50 de profondeur. Celle de 2022, on atteignait jusqu'à 3 mètres, voire 3 mètres et demi de profondeur. Ce qui est marquant aussi, c'est que à droite, vous avez les résultats d'une station d'instrumentation, donc précipitation en bleu et humidité teneur en eau volumique en rouge. C'est que pendant la période de sécheresse, pendant la période estivale, donc on a connu une sécheresse intense, on est arrivé jusqu'à 5% de teneur en eau volumique. Et l'hiver qui a suivi cette période de sécheresse de 2022, on a connu une sécheresse hivernale. Donc là, pendant au moins plus d'un mois, on a connu une dessiccation qui est passée de plus de 25% jusqu'à 15%, donc un delta de 10% de teneur en eau volumique. Donc ça, c'est pour montrer aussi l'effet du changement climatique sur l'évolution de la dessiccation dans les sols, y compris dans des périodes a priori, qui étaient jusque-là humides. Je termine rapidement avec la présentation brève de deux projets. Donc, projet lauréat de l'appel à projet France 2030 ADEME sur le RGA. Donc, c'est des projets qui sont prévus de 2024 à 2029. Donc, le premier projet, c'est le projet César. César, c'est surveillance étendue du niveau d'humidité des sols pour l'adaptation et résilience du bâti face au changement climatique. C'est un projet qui est porté par le CERN en partenariat avec le BRGM. Et donc l'objectif de ce projet César, donc on en a parlé tout à l'heure sur par exemple le calcul du SUI, c'est qu'aujourd'hui la mesure de la teneur en eau, de l'humidité des sols en France, elle est faite par 19 stations de Météo France qui la mesurent jusqu'à 30 cm de profondeur. Le projet César ambitionne d'avoir des stations d'instrumentation réparties en tout cas un peu partout en France métropolitaine et de mesurer ce paramètre-là jusqu'à 2 mètres de profondeur et de combiner aussi avec d'autres paramètres qui seront aussi mesurés à la fois dans le sol, dans l'atmosphère, mais aussi au niveau du bâti et caractériser la végétation présente dans la parcelle. Donc, le premier objectif étendre la mesure à l'échelle de la France métropolitaine de manière représentative, puisqu'on ne pourra pas de toute façon couvrir tout le territoire national. Ensuite, donc, coupler ces données avec les données météorologiques pour établir des interactions sur l'atmosphère et de pouvoir demain prédire le niveau de dessiccation des sols à travers la France métropolitaine. Donc, ça serait comme application pour mieux documenter l'indice du SUI dans les modélisations qui sont faites aujourd'hui, mieux anticiper et gérer aussi les besoins en eau pour les agriculteurs, mais ça peut être aussi pour les services de secours de mieux anticiper les feux de forêt. Voilà, donc là, ici, vous avez rapidement quelques principaux verrous scientifiques et les objectifs du projet. Je ne vais pas prendre plus de temps pour les présenter en détail. Et pour le projet SAFE-RGA, là, on est dans une autre démarche avec un partenariat avec l'Agence Qualité de Construction, FEDEA, Fondasol et l'Université d'Orléans. On est dans le développement de solutions à la fois sur deux volets, à la fois en remédiation, mais aussi en prévention. Donc en remédiation, c'est ce que vous voyez ici, c'est des solutions qui permettent de travailler sur les relations physico-chimiques des sols argileux, stabilisation par lait de chaux, stabilisation par ajout de sable et de sel, et
volet plus préventif. Donc là, on va travailler sur des bâtis exposés mais non sinistrés en expérimentant les solutions horizontales, imperméabilisation périmétrique, éloignement de la végétation, gestion de l'eau autour de l'ouvrage et d'instrumenter l'ensemble de ces expérimentations pour pouvoir justement mesurer leur efficacité en préventif ou en remédiation. Voilà, et donc l'approche qui est adoptée dans le projet CFRGA, c'est vraiment travailler sur 3 échelles, une échelle labo, une échelle WABOX et une échelle in situ, avec en parallèle une modélisation numérique systématiquement faite pour essayer d'affiner les paramètres. Et l'échelle intermédiaire, donc c'est quelque chose qui sera développé dans le cadre de ce projet, qui est un conteneur maritime 20 pieds qui sera aménagé pour essayer de reproduire à l'intérieur d'un simulateur climatique une micro-météo, donc avec des paramètres qu'on maîtrise, qu'on contrôle, et on pourra tester ces solutions-là à une échelle plus représentative que l'échelle du laboratoire. Ouais, je vous remercie pour votre attention.